Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Céline Vano-Renberg, avec qui nous allons parler du retour de congé maternité. Ceci étant dit, Céline, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Bonjour à toutes, je suis Céline Vano-Renberg, je suis coach professionnelle et consultante en équilibre de vie. J'ai fondé la Cordée Parentale. J'accompagne les parents, surtout les mamans, à mettre de la conscience sur les grains de sable qui les gênent au quotidien dans leur organisation, on va dire ça comme ça, sur leur gestion du temps. En gros, à sortir du mode pilote automatique et à trouver un équilibre entre vie pro et vie perso, un équilibre qui leur ressemble vraiment. Donc, j'interviens à tout moment où justement l'équilibre de vie est menacé, notamment lors de la reprise du travail après un congé maternité. Et dans mes accompagnements que je fais à la fois en entreprise et avec les particuliers, j'associe ma casquette de coach et de consultante, en gros pour proposer une double approche, c'est-à-dire une approche pragmatique et une approche durable. Et j'ai vraiment à cœur de pouvoir participer à une société où la parentalité ne freine pas les carrières, surtout celles des femmes, et où l'égalité femmes-hommes devient, on va dire, une réalité autant dans les faits que dans les textes. Et sinon, j'ai bientôt 37 ans, dans un mois. J'ai 2 enfants, une fille de 4 ans qui s'appelle Sophie, un garçon de 8 mois qui s'appelle Gabriel. Et avant de créer mon entreprise, j'ai été chef de projet pendant 15 ans. Wow, une très belle présentation, merci à toi. Et ça me fait penser, parce que j'avais vu une stat, parce que j'avais fait un épisode de podcast avec Elena Petit-Aznar sur la parentalité, et du coup j'avais fait des recherches pour savoir les chiffres de qu'est-ce qui pénalise les femmes. Et c'est vrai que 80% des inégalités femmes-hommes proviennent du congé maternité, en fait, parce que justement c'est servi comme un prétexte pour payer moins les femmes, pour moins leur donner d'opportunités, alors que les hommes, au contraire, eux, ça peut faire plutôt l'effet inverse, c'est plutôt bien vu. Et c'est vrai que c'est tellement important de déconstruire tout ça. Enfin, moi, ça me semble tellement logique, entre guillemets, que j'avoue que je ne comprends pas, surtout que j'aime bien dire cette réflexion un peu naïve à mes copines quand on parle de ça, c'est en mode, mais je comprends pas comment tu peux discriminer une femme, alors que si t'es là sur Terre, c'est parce que t'es venue grâce à une femme qui t'a porté pendant 9 mois. Enfin, on oublie le sens des origines. Ah oui, ça c'est oublié, oui, complètement. Et ça, je me dis, mais je ne comprends pas cette mentalité d'être à fond sur la performance. Surtout qu'on a bien vu avec le capitalisme, performance, ça a un peu ruiné la planète. Donc, il y a je suis sûre qu'il y a des méthodes alternatives qui existent et qui sont là et qui attendent que ça, d'être prises en exergue, en main. Mais après, c'est toujours, pour tous les sujets, malheureusement, tout prend du temps. Et est-ce qu'il y a aussi beaucoup d'opposition de tous les côtés. Mais je pense que le système, par exemple, dans les pays du Nord, genre en Finlande et tout, peut être un système assez intéressant parce que la femme a la possibilité de splitter son congé avec son conjoint, et ça, je trouve ça révolutionnaire. Et ça réglerait beaucoup mais de alors problèmes. attends, avant qu'on arrive à ça en France, je pense qu'il va y avoir encore du temps. Et même ça me fait penser, parce que ce sont des sujets que je porte, et pourtant je me rends compte que parfois moi-même j'ai des petites surprises. C'est-à-dire que là, je suis en train de regarder une série sur Netflix qui s'appelle Parenthood, dans laquelle un des couples est à l'inverse, c'est-à-dire que c'est la femme qui a une carrière d'avocate qui met l'accent sur sa carrière, et c'est son mari qui amène leur fille à l'école, va la chercher et fait toutes les activités avec les autres parents d'élèves, etc. Et quand j'ai commencé à regarder la série, je me suis dit, ah tiens, ils ont choisi que ce couple-là fonctionne à l'inverse. Et j'étais contente, mais j'ai quand même eu ce petit truc de, ah tiens, alors que pourtant, ce sont des sujets que je porte au quotidien. Oui, non, je comprends. C'est pas dire, je pense, la représentation qu'il y a dans les séries, films, etc., elle est pas encore au niveau. Donc, en fait, ça fait un effet un peu surprise. Oh, alors que d'habitude, enfin, comme c'est la femme, en théorie, dans toutes les représentations qui portent la charge du couple, du foyer, etc., c'est vrai que on est en mode, ah, mais ouais. Enfin, ça fait la surprise. Mais le jour où on n'aura plus de surprise, ça voudra dire que les choses seront bien ancrées.
On a bien avancé. Et du coup, pour, venir vraiment au thème de l'épisode, le retour de congé maternité, toi, j'aimerais bien que tu nous parles parce que tu as connu 2 types de congés maternité et c'est assez «amusant» entre guillemets, la différence que tu as pu connaître entre les 2 parce que tu en as connu un d'abord quand tu étais, salariée et l'autre quand tu étais entrepreneuse. Donc, si tu pouvais nous parler de tout ça, de comment tu l'as vécu, quelles sont les différences? Est-ce que tu en as trouvé un mieux que l'autre? Donc voilà, raconte-nous tout. Effectivement, quand je suis revenue, de mon congé maternité après ma fille il y a 4 ans, j'étais salariée. Je n'avais pas du tout envie de reprendre parce que j'étais très bien dans ma bulle maternité à la maison. C'était pas forcément tant le fait de me séparer d'elle parce que j'ai eu la chance de pouvoir avoir 1 mois de plus que le congé conventionnel, donc je la trouvais pas trop petite, enfin ça allait, puis j'étais très en confiance avec la crèche dans laquelle, elle a été, donc là-dessus aucun problème. Mais par contre, là où j'ai eu beaucoup de mal à vivre cette reprise, c'est que je l'ai vécue de manière très violente pour une raison financière. C'est-à-dire que on venait d'acheter une maison 6 mois avant, donc on avait un crédit immobilier sur le dos et je ne me voyais pas prendre un congé parental à temps complet avec l'indemnité de 400 euros et quelques là, qui va avec le congé parental. Je me disais mais comment je vais payer moi ma part du crédit immobilier en fait. Donc j'ai repris pour cette raison-là et en reprenant uniquement pour cette raison-là, ben, je n'étais pas alignée avec ma reprise et c'est pour ça que je l'ai vécu de manière très très violente. Et concrètement, je me revois reprendre un jeudi. Le vendredi matin, j'avais la visite médicale avec la médecine du travail qui est obligatoire. Je me suis effondrée dans le bureau avec la personne avec laquelle j'étais. Quoi. Enfin, quand elle a commencé à creuser, à me demander comment j'allais, si j'étais contente d'avoir repris, etc., le masque est tombé. Hein, donc voilà, un sentiment d'être complètement désaligné, on va dire. Et puis en plus, j'avais demandé à ma chef si je pouvais avoir un peu plus de télétravail que ce qui était le fonctionnement habituel, parce que j'allaitais encore et que j'avais pas envie d'arrêter. Et je me suis retrouvée face à un mur, alors que c'est une femme, alors qu'elle avait déjà eu une fille. Mais je pense qu'avec sa fonction de directrice adjointe et le fait qu'elle-même, elle avait sevré son enfant pour reprendre son travail, elle n'a pas compris en fait. On n'était pas sur, ça n'avait pas forcément la même valeur et donc c'est plus ça, sa réaction, je pense. On va dire que l'autre chose qui est importante à prendre en compte pour faire la différence entre mes 2 retours, c'est que ma fille dormait. J'ai eu un bébé facile qui a fait ses nuits dès 2 mois. Et quand je dis nuit, c'est vraiment 12 à 13 heures par nuit sans interruption. Donc j'étais en forme pour reprendre. Pour mon fils, c'était, on va dire, l'inverse, c'est-à-dire que j'avais hâte de reprendre parce que j'avais négocié mon départ. Et donc là, je passais de salarié à 100% entrepreneur. Donc j'avais hâte de pouvoir commencer à mettre en forme mon business. Et j'étais plutôt dans la culpabilité de pas travailler autant que ce que je voulais, de l'image que j'avais de moi en tant qu'entrepreneur, mais parce qu'en fait j'étais crevée. Concrètement, là, j'avais un enfant qui, alors, ne mangeait plus entre 19h et 7h du matin, mais par contre, qui se réveillait énormément. Et donc, j'avais une grosse fatigue. Et en plus, beaucoup de rendez-vous médicaux parce que il a un frein de langue qu'on a détecté que après. Et donc, il me faisait mal pendant l'allaitement. Et comme je tenais beaucoup à mon allaitement, et ben, on a rencontré quand même pas mal de médecins. Donc, voilà, on va dire que là, l'émotion était plutôt portée sur moi et sur ma vision de moi au travail, enfin, ou de moi en tant que chef d'entreprise plutôt. Et puis lié à la fatigue. Et, euh, et tu vois, même j'ai envie d'ajouter que, donc là, il a 8 mois. Et ben, on va dire que la surprise, c'est que je me traîne encore cette fatigue parce que il dort mieux. Mais c'est pas encore tout à fait ça. Et que concrètement, en fait, ça impacte tout. Ça impacte les fonctions cognitives, ça impacte la mémoire, ça impacte la concentration et que pour travailler, c'est compliqué. Merci, pour, ce retour, d'expérience. Je suis désolée en tout cas pour toi, pour ton premier congé maternité qui a été vraiment forcé à cause d'un congé parental, avec un salaire vraiment inexistant. Mais d'ailleurs, j'avais entendu parler qu'il y avait une réforme, parce que quand j'avais discuté avec mes invités l'année dernière, je sais pas où ça en est aujourd'hui. Est-ce que c'est mieux pour, les Pour le parents? moment,
Pour le moment, non, en fait, pour le moment, ça n'a pas changé. Ils étaient en réflexion au gouvernement pour un congé, comment ils appelaient ça? Un congé de naissance, je crois, qui était très avancé, qui devait passer en 2025. Mais avant qu'il y ait tous les changements de gouvernement qu'il y a eu à l'été dernier. Donc ils étaient très avancés avant ça, et tous les changements de gouvernement, ça a créé un stop en fait. Alors ils sont peut-être à nouveau, ils ont peut-être repris la réflexion, mais en tout cas, voilà, ils communiquent pas là-dessus. Et effectivement, ils voudraient changer le congé parental qui actuellement dure 3 ans, enfin qui dure jusqu'aux 3 ans de l'enfant plus exactement, en quelque chose qui durerait 6 mois maximum, qui pourrait être partagé 3 mois pour la mère, 3 mois pour le coparent, et être mieux rémunéré. Je crois qu'ils étaient à quelque chose comme 60% du salaire brut. Voilà. Donc bien au-delà des 400 euros prévus actuellement. OK, oui, bah, merci pour ces précisions. Pour les personnes qui nous écoutent, on est actuellement au 15 avril 2025, parce que l'épisode sera publié, plus tard, donc ne soyez pas surpris si évidemment entre-temps, les choses évoluent et changent. Mais waouh, c'est dingue quand même, qu'on passe de 3 ans à 6 mois et C'est pour changer la rémunération surtout. Parce que là, actuellement, il y a quand même, en fait, je pense que 98% des personnes qui le prennent, ce sont des mamans. Parce que, justement, souvent, elles sont moins bien payées que le coparent. Et donc, c'était pour permettre aux hommes de le prendre plus et que ça fasse moins de déséquilibre dans les finances du couple. Ah oui, et potentiellement aussi dans la carrière, de la femme, j'imagine, parce que quand tu t'arrêtes pendant 3 ans, même si c'est très, très beau, bah, forcément, les finances derrière, ça suit pas pareil et c'est plus compliqué et puis de toute façon, ouais, quand on est jeune couple, enfin même, jeunes parents, j'imagine que ça doit être aussi pas évident parce que la femme, elle doit être quand même dépendante, enfin, c'est si elle gagne moins et qu'elle prend là, ce congé parental et qu'elle gagne que 400 €, bah, elle est forcément dépendante de son conjoint donc il faut espérer que ce soit un conjoint qui ne soit pas violent ou qu'il y ait pas de manipulation ou ce genre de choses, que ça j'imagine c'est des choses aussi qui peuvent arriver, qui peuvent être, compliquées, à vivre. Et d'ailleurs pour revenir à ton deuxième e congé, tu parlais un frein de langue, je sais pas du tout ce Oui, que c'est. oui. C'est une petite peau sous la langue qui fait que le nourrisson ne peut pas avoir l'amplitude normale de la langue, et ça peut gêner sur l'allaitement ou même pour boire un biberon, et plus tard aussi avec la diversification quand tu commenceras à manger avec une cuillère. Ah! Et du coup, ça se résout facilement? Alors, j'ai envie de dire, tout dépend des bébés. Tout dépend des professionnels de santé que tu vois aussi. Parce que là, concrètement, et c'est ça qui a pris beaucoup de temps sur ma reprise pour lui, c'est-à-dire que les 2 mois qui ont suivi ma reprise, on a passé plus de 45 heures pour des rendez-vous médicaux. Alors, 45 heures, j'entends le rendez-vous médical et l'aller-retour aussi. Et on a fait plus de 1000 kilomètres pour ça. Ouais, 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 parce qu'on a vu alors une consultante en lactation, il a été suivi par une orthophoniste, il a vu un chiropracteur, il a vu un ostéopathe, il a vu la kiné, enfin bref, ça durait pas mal de temps. Et tu vois, il avait un frein de langue assez prononcé puisque malgré ça, il continuait de me faire mal. Mais comme lui, il arrive à se nourrir, et ben on s'est dit qu'on n'allait pas le couper parce que sinon tu peux le couper, c'est une petite opération chirurgicale. Et après, il y a de la rééducation à faire, donc c'est pas parce que tu coupes que tout de suite ça va mieux. Et faire de la rééducation dans la bouche d'un bébé, c'est pas facile. Donc nous, on a choisi de pas le couper, et voilà. Donc je suis restée avec mes douleurs un certain temps, et là, enfin, à 8 mois, ça va beaucoup mieux. Ah tant mieux, ouais, ça a été un peu long mais Oui. tu as été patiente. Ouais. OK, en tout cas, tu m'apprends quelque chose, je connaissais pas du tout, ce type, de situation. Mais, et du coup, toi, comment tu fais, pour, prendre soin, bah, de toi? Enfin, tu me dis que tu es toujours malheureusement très fatiguée puisque c'est pas évident, bah, du coup, en plus d'avoir 2 bébés dont un qui, est un peu plus difficile, que l'autre. Donc, je me dis comment on fait quand on est une jeune maman pour, réussir à
à se ressourcer, se régénérer, parce que c'est pas évident. Et est-ce que tu as toujours cette culpabilité par rapport au travail de pas faire autant que tu aurais voulu faire, ou maintenant que ça va mieux? Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. Alors déjà, pour les mamans qui nous écoutent et qui aimeraient prendre soin d'elles, euh, l'important, c'est de mettre du temps pour elles dans la semaine, parce qu'en fait, ça va les ressourcer, et grâce à ça, elles vont pouvoir gagner en énergie et pouvoir s'occuper de leurs enfants. Donc, c'est pas parce qu'elles prennent du temps pour elles que c'est du temps qu'elles prennent pour elles qui sera aussi efficace pour s'occuper de leurs enfants, en fait. La deuxième chose, c'est de verbaliser. Verbaliser les émotions qu'elles ressentent, les difficultés qu'elles rencontrent, parce qu'à partir du moment où on verbalise, on fait descendre la pression. Donc déjà, ça a un effet de soulagement. Que ce soit auprès d'une amie, si elle a une bonne écoute, auprès du conjoint, s'il écoute, ou auprès d'un professionnel de l'accompagnement, quel qu'il soit, hein, que ce soit un professionnel de santé type thérapeute ou un professionnel de type coach, hein. Moi, je trouve que la verbalisation est très, très importante dans la santé mentale et dans le bien-être. Et pour répondre à ton autre question sur est-ce que ça va mieux en termes de culpabilisation, de culpabilité plutôt, oui, ça va mieux parce que cette deuxième maternité m'a permis de me rendre compte qu'en fait, j'ai un conflit de valeurs. C'est-à-dire que ma valeur famille est très haute. Mes enfants sont très importants pour moi et c'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui, sinon je n'en aurais pas fait. Mais ma valeur apprentissage, bien au-delà même que de la valeur travail, est aussi très importante pour moi. C'est-à-dire que apprendre, c'est un moteur pour moi dans la vie. J'aime pouvoir apprendre de nouvelles choses, connaître un nouveau fonctionnement sur moi, me remettre en question, voilà, avancer sur mon chemin de vie, c'est très important. Me dépasser, sortir de ma zone de confort, ça fait partie de mon fonctionnement. Et c'est ce que j'expérimente là tous les jours avec l'entrepreneuriat. J'imagine que tu dois te reconnaître là-dedans aussi. Et donc, cette deuxième maternité m'a permis de mettre en évidence ce conflit de valeurs. Et en mettant de la conscience dessus, et ben déjà, pareil, ça permet de faire redescendre la pression et de me dire, bah, ok, il y a des moments où je vais prioriser ma famille, mes enfants, mon conjoint, et c'est normal. Et il y a d'autres moments où je vais prioriser mon business, et c'est mon conjoint qui prend le relais avec nos enfants, et on en discute, et on est d'accord là-dessus, et c'est normal aussi. Donc voilà, la culpabilité, c'était plutôt par rapport à ça, de me dire, bah, ah, il est 17h, bah, il faut que j'éteigne mon ordinateur, alors que j'étais dans une énergie peut-être de continuer à travailler pendant 2 heures ou 3 heures supplémentaires. Mais non, c'est pas possible. Il y a les enfants à aller chercher. Et après, bah, je mets en place une autre organisation pour travailler à un autre moment. Typiquement, le matin, je me lève à 6h30. Je commence mes journées par tirer mon lait. Et quand je tire mon lait, j'ai mon ordinateur sur les genoux et je travaille. Mmh. Oui, c'est important de pouvoir, s'écouter et de travailler là, en fonction de notre énergie du moment, de nos envies, de savoir, dire stop, à un autre moment. Donc, ouais, c'est tout un apprentissage de co-construction. Et ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, on peut pas aider les autres si on ne s'aide pas soi-même. Donc en effet, avoir des temps pour se ressourcer, enfin on pourrait penser que c'est un temps «inutile» entre guillemets, alors que en fait, non, parce que c'est important de, de se trouver, de se chercher. Et ouais, j'aime bien dire que c'est important d'aller expérimenter vers des choses qui nous font vibrer, des choses qui nous donnent envie, et d'oser, de vouloir, faire le pas pour, faire ces choses. Mais en tout cas, ouais, je me dis, ça doit pas être évident, en tout cas, de trouver son organisation, surtout que, bah, tu en parlais en introduction, que tu aides, les mamans, un peu débordées avec, tous ces grains de sable qui peuvent se mettre dans leur organisation. Mais du coup, comment toi tu fais pour ton organisation personnelle, parce que tu t'écoutes, mais après des fois quand tu as vraiment un projet, je sais pas, un projet client, j'imagine très important, et tu as tes enfants qui sont là, ton mari il est là pour t'aider bien sûr, mais après je me dis des fois c'est pas toujours évident de faire cette délégation, et de bien s'organiser, quoi. La clé entre nous, c'est vraiment la communication. C'est vraiment, je lui dis quand je suis sur un projet important et où justement je suis un peu dans ce flow et j'ai pas trop envie d'être interrompue, ou en tout cas d'être interrompue le moins possible. On en parle, on voit comment on peut faire. Concrètement, il y a des week-ends où je travaille.
et c'est OK pour nous. Pour moi, travailler le week-end, ce n'est pas un problème. Enfin, en fait, j'aime tellement ce que je fais, tu sais, je suis un peu dans la... Je crois que c'est Confucius qui disait ça, que t'aimes tellement ce que tu fais que t'as pas l'impression de travailler, que ça me dérange pas que ce soit le week-end. Je vois pas le week-end comme un arrêt complet de cette activité. Par contre, ça suppose qu'en amont, on en a discuté et que on voit comment on s'occupe des enfants. Est-ce que il sort au parc avec eux pour que moi je puisse avoir 2 heures où je suis à fond dans ce que je fais. Est-ce que on a la chance d'avoir chacun une sœur présente dans la ville dans laquelle on vit, donc elles peuvent prendre le relais de temps en temps. Enfin voilà. C'est de la discussion entre nous. Quand même, malgré l'organisation qu'on peut mettre en place, bah, c'est pas exactement comme j'aimerais que ce soit par rapport à mon business. C'est aussi d'accepter, euh, de m'écouter là-dessus, c'est-à-dire de le verbaliser, de me dire que bah voilà, ce conflit de valeurs dont je te parlais, c'est important d'en avoir conscience et de pouvoir faire sortir les énergies négatives, par exemple la frustration de ne pas pouvoir travailler autant que je le voudrais sur une semaine en particulier. Moi, j'évacue avec du sport. Je fais du yoga, je fais du pilates, j'ai aussi un vélo elliptique dans le garage et je marche beaucoup. Donc parfois, ça va être me mettre un podcast dans les oreilles et faire 10-15 minutes de vélo elliptique ou d'aller chercher mon fils à la crèche à pied plutôt qu'en voiture. Comme ça me permet d'évacuer de cette manière. C'est vrai que ouais, le sport, c'est une très bonne façon de pouvoir, évacuer les tensions. Mais d'ailleurs, ça me fait penser parce que j'avais fait, un podcast avec Johanna Jacuzzi, sur la thématique du sport pendant la grossesse. Et toi, est-ce que du coup, tu faisais du sport pendant tes 2 grossesses? Oui, 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 oui. Je suis assez sportive, ça fait partie de mon équilibre de vie. Alors pour ma fille, c'était en période de Covid, donc les salles de sport étaient fermées. Donc je faisais du pilates moi à la maison en regardant des vidéos sur internet et j'allais marcher. Je faisais au moins 3 à 4 sorties par semaine où je faisais à chaque fois au moins 5 kilomètres. Et je faisais du vélo, enfin du vélo pas pendant des heures, mais les déplacements que je faisais pas à pied, je les faisais en vélo. Et pour mon fils, j'ai continué le pilates et le yoga jusqu'à la fin, en fait, jusqu'à quasiment l'accouchement. Et beaucoup de marche aussi, pareil, cette habitude d'aller marcher plusieurs fois par semaine et de faire des trajets du quotidien, 3-4 km à vélo aussi. Et je l'ai fait quasiment jusqu'à ce que j'accouche. Ouais, hyper intéressant et c'est vrai que, déjà Johanna l'avait aussi constaté que, on il y a une sorte de tabou, je sais pas, on a l'impression que les femmes, peuvent pas faire de sport pendant leur grossesse, alors qu'en fait, c'est juste des idées reçues et au contraire, c'était bien conseillé. Bon, bien sûr, il y a des sports genre la boxe, c'est un peu compliqué forcément si tu reçois des coups dans ton ventre, vaut mieux pas, hein. À part quoique, elle m'avait sorti l'exemple d'une sportive de haut niveau qui s'entraînait, mais en même temps, vu que c'est des sportifs de haut niveau, ils savaient la zone à ne pas toucher. J'imagine l'adversaire toucher d'autres zones, mais après, oui, elle m'avait aussi dit, ça me fait penser à que, comment dire, par exemple, si t'es très habitué, je sais pas, à faire, je sais pas, des marathons, potentiellement, ton corps, il est habitué, donc ce sera pas un souci si tu continues de le faire. Par contre, si t'en as jamais fait jusqu'à présent et que t'es enceinte et que t'y vas, là, par contre, ça peut être dangereux pour toi parce que ton corps n'a pas cette expérience-là et tu connais pas tes limites. Et c'est vrai qu'elle disait que c'était important d'apprendre à se connaître ses limites et c'est pas évident, en tout cas, déjà dans la vie de tous les jours, d'apprendre à se connaître chaque jour. Mais le sport, c'est sûr que ça permet d'apprendre à se dépasser et à ralentir le rythme si on sent qu'on est fatigué ou qu'il y a un risque de blessure, ce genre de choses. Mais ouais, le sport, c'est un bel apprentissage. Mm, mm, mm. Du coup, ouais, moi, c'est vrai que ça me passe que je me suis mise au sport il y a pas très très longtemps, depuis, bon, quand le podcast sortira, ça fera longtemps, mais là, au moment qu'on parle, ça fait 2 mois maintenant que je fais de la course à pied 3 fois par semaine et du coup, ouais, je trouve ça trop bien. En fait, ce que j'aime bien, parce que j'entends beaucoup de mamans qui me disent autour de moi, j'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps. Ce que j'aime bien dire, c'est que le sport, c'est pas cette image qu'on peut avoir, cette image d'Épinal de c'est loin de chez soi, ça prend du temps, ça fait transpirer, voilà, il faut remettre en cause toute ton organisation pour arriver à trouver un moment. Non, finalement, juste sortir de chez soi en marchant, marcher 1 heure avec un rythme assez soutenu, c'est déjà du sport. Et rien que ça fait du bien au corps et à l'esprit.
Complètement. Et d'ailleurs, ça me fait penser la phrase «je n'ai pas le temps», c'est une excuse, je pense, dans une certaine mesure. C'est en fait, tu choisis de ne pas prendre ce temps. Et je sais de quoi je parle, parce que moi, actuellement, je suis au chômage. Du coup, j'ai plein de temps devant moi. Et du coup, je trouvais que j'étais plus productive quand j'étais salariée, parce que du coup, mon temps, il était carré, je devais faire ça, 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 ça. Alors, quand t'as plein de temps devant toi, tu dis «oh, ça va, j'ai le temps». Alors là, si tu me branches sur le temps, on peut partir sur un autre podcast et je peux en parler pendant des heures vu que ça fait partie des sujets sur lesquels j'accompagne et en plus, c'est un sujet passion. Mais effectivement, quand on dit j'ai pas le temps, c'est que finalement on subit. Alors que quand on dit je n'ai pas pris le temps, on met de la conscience sur les choix qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait. C'est-à-dire que quand on mène une tâche, on renonce à mener une autre tâche. Donc, et ça, parfois, on n'en a pas vraiment conscience. Mais notre journée, c'est une succession de choix, conscients ou inconscients. Et donc, si on se dit, ah, j'ai pas le temps, ben non, on va subir sa journée. Alors que si on veut pouvoir reprendre le contrôle de sa vie, de sa journée, de son temps, il faut être responsable, se responsabiliser de ce qu'on a fait dans sa journée. Après, qu'on ait choisi de ne pas faire telle tâche ou telle tâche, ok, il n'y a pas de jugement à avoir sur ce qui a été fait. Mais de se rendre compte que c'est nous le pilote de notre journée. Complètement, mais je suis tellement d'accord avec toi. Ça me fait penser à la phrase «choisir, c'est renoncer». Oui. Et du coup, ça me fait penser, bon, vu que tu es spécialiste dans le temps, c'est vrai que ça fait partie de mes problématiques actuelles. Donc je me dis, allez, let's go, on va poser la question. C'est juste que ouais, je me dis, en fait, moi, en fait, j'ai tellement conscience que choisir, c'est renoncer, que des fois, en fait, je suis dans le non-choix, en fait, en disant, ah, mais les deux, elles ont l'air trop bien. Mais du coup, des fois, ça m'arrive, vu que je ne sais pas quoi choisir, je ne fais rien. Du coup, je n'avance sur aucune des tâches. Et c'est très frustrant, cette procrastination qui arrive. Et je pense que je suis pas la seule à ressentir ça. Eh ben, ce qu'il faut savoir, c'est que pour organiser ces journées et que ce soit fluide, il y a un temps de réflexion en amont. Par exemple, tu vois, tu te dire, pour organiser ma semaine, eh ben, le lundi matin, je vais organiser ma semaine ou le vendredi qui précède. Ça se fait pas sur un claquement de doigts, en fait, d'organiser sa semaine. Parce que l'important, c'est de pouvoir choisir les actions que tu vas mener tout au long de ta semaine et ensuite les prioriser. Il y en a qui vont être plus importantes que d'autres, il y en a qui vont être plus urgentes que d'autres, il y en a qui vont être importantes mais que tu vas peut-être déléguer. Et donc ça se prépare. Tu vois, il y a une citation que j'aime bien qui est attribuée à Lincoln, c'est que il dit si j'ai 1 heure pour couper un arbre, je passe 45 minutes à aiguiser ma hache. Et c'est ce temps de préparation qui est très important pour qu'ensuite le déroulé de ta journée soit fluide et que tu sois pas bloqué en te disant mais qu'est-ce que je fais? Parce que tu auras réfléchi en amont à ce que tu veux faire dans l'ordre dans lequel tu le fais. Et puis après, il y a des outils que tu peux utiliser. Typiquement, la matrice d'Eisenhower, elle te permet de classer ce qui est important mais non urgent, ce qui est urgent mais non important, et de faire des choix de cette manière-là. Hyper intéressant ce que tu nous dis, mais après je pense que le truc avec le fait d'organiser sa semaine, c'est qu'il faut prendre l'habitude. Si t'as pas Oui. l'habitude, c'est vrai que moi, c'est vrai que c'est un conseil qu'on répète beaucoup, enfin j'ai déjà entendu plein de fois, mais en fait, je prends pas ce temps. Alors que même je t'ai mis une alarme et tout, mais je suis en mode, ouais, non. Mais du coup, si tu prends pas le temps d'organiser ta semaine, c'est sûr que ça va pas s'organiser comme t'as envie que ça se passe. Ouais, ouais. Et tu vois, dans les ateliers que je mène sur la gestion du temps, la partie outils et méthodologie, c'est que 20% de mon discours. Et au départ, ce sur quoi j'aime faire prendre conscience les gens, c'est que la gestion du temps, c'est d'abord apprendre à se connaître. Et typiquement, si tu sais que tu as une tendance à procrastiner, c'est quelles sont les solutions que je peux mettre en place pour diminuer cette tendance. Et donc, l'apprentissage de soi est très important dans comment je gère mon temps aussi dans la durée. Et puis après, il y a aussi une partie d'état d'esprit de c'est quoi mes priorités de vie, est-ce que je me suis déjà posé cette question, est-ce que j'ai l'impression que les outils, ça a un effet magique, mais alors que non. Enfin, le but, c'est d'avoir toutes ces réflexions en amont et les outils, ils arrivent après. Ah oui, mince, je suis en phase avec ton discours et du coup, oui, comme je procrastine, je sais que, par exemple, les épisodes de podcast, c'est une façon que je ne peux pas procrastiner parce qu'il y a un invité avec moi, une invitée. Du coup, si je suis pas là, bon, il y a pas de podcast et c'est un peu con. C'est dommage, ouais.
Du coup, ouais, j'ai besoin des autres, je le sais, pour m'organiser. Mais du coup, toi, parce que tu parles d'apprendre à te connaître, et je me dis qu'il y a des personnes qui vont nous écouter, qui se disent, mais comment on fait pour apprendre à se connaître, en fait? Parce qu'il y a tellement de possibilités, il y a tellement de choix partout. La vie est une question de choix. Il faut le dire. Donc, comment on fait pour apprendre à se connaître En plus, surtout qu'en plus, on peut se connaître à l'instant T, mais je sais pas, dans un an, 6 mois. Là, par exemple, moi, là, j'adore la course à pied, mais ça se trouve, dans un an, je serai en mode, ah non, j'en ai trop marre de la course à pied. Donc, c'est pas évident. Et en plus, on peut s'arrêter et après, on peut se reprendre plus tard en disant, ah bah non, finalement, j'aimais bien. Hop, 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 hop. Donc, comment fait-on pour bien se connaître? Enfin, toi, comment tu fais pour t'introspecter, en tout cas? Alors, attends, avant de répondre à comment on fait pour bien se connaître, ce sur quoi je voudrais réagir, c'est typiquement quand j'accompagne des mamans sur leur organisation à mettre en place, c'est de leur dire que là, on réfléchit à leur organisation actuelle, mais que c'est important qu'elles puissent faire une sorte de mini audit de leur vie et de si cette organisation convient toujours dans 3 mois, 6 mois, un an, etc. Enfin, qu'en gros, elles aient une habitude de se reposer des questions qu'elles se posent pendant l'accompagnement plus tard. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, on peut changer. Il peut y avoir un événement dans notre vie, type une naissance, un divorce, un nouveau boulot, un déménagement, un décès. Enfin, bref, tout ce qui fait que l'organisation peut être remise en question. Et c'est OK qu'elle soit remise en question. C'est juste prendre le temps, encore une fois, de se dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé et est-ce que c'est toujours adapté? Donc pour moi, l'organisation, elle n'est pas figée. C'est pas une fois qu'on l'a décrétée, elle fonctionne jusqu'à notre mort. Non. Il y a des phases où il va falloir la remettre en question. Et comment on fait pour apprendre à se connaître? J'ai envie de dire, ça dépend de ce que les gens aiment. Moi, je suis très livre, j'adore ça. Je lis énormément et j'en aurais plein à conseiller sur plein de sujets différents. Et sinon, le coaching. Alors, je suis coach, donc forcément, je prône ma méthodologie, mais le coaching est une super manière d'apprendre à se connaître parce qu'en fait, le coach pose des questions au coaché et ce sont des questions que la personne n'a pas forcément pris le temps de se poser, n'a pas pensé à se poser, et parfois ce sont des angles morts. Le coach fait effet miroir parce que lui, il voit de l'extérieur la personne et il se dit, bah tiens, est-ce qu'elle s'est déjà demandé ça? Est-ce qu'elle se connaît sur tel sujet? Et donc, ça permet d'évoluer dans sa réflexion, dans sa connaissance de soi, parce qu'on est éclairé sur un pan de notre vie, sur un pan de notre personnalité, sur lequel on s'est jamais posé, en fait. Oui, j'avoue que je suis très friande de coaching, et actuellement, je sais que je suis à un coaching, je trouve ça assez marrant, avec l'entreprise s'appelle Anecdate, et en fait, le truc, c'est que tu parles de ta vie amoureuse, et en fait, tu vas avoir des recommandations sociologiques pour aller approfondir tout ça, et des conseils, enfin, et des concepts sociaux qui sont mis en exergue, et ça, je trouvais ça trop drôle, donc je suis bah, je suis ouais. Du coup, ouais, j'avoue que le coaching, c'est super bien pour apprendre à se connaître, et ouais, j'en suis friande également. Ça m'arrive aussi de voir de temps en temps une hypnothérapeute qui est là aussi pour m'accompagner. Donc ouais, non, je recommande aussi à fond, de par mon expérience personnelle, je trouve ça trop bien. Et du coup, bon, je passe du coq à l'âne avec des questions que j'avais envie de te poser, parce que là, on parle de connaissance de soi. Donc toi, qu'est-ce que, du coup, ta maternité t'a permis de mieux comprendre sur toi, mais aussi, sur le monde du travail, sur le monde environnant, sur la société? Enfin, quelles sont, un peu tes connaissances que tu as pu avoir pour le moment sur le sujet? Avec ma fille, ma maternité, elle m'a permis de relativiser. Vraiment, 1er congé maternité, je me suis rendu compte que mon regard a changé sur beaucoup de choses. Enfin, la maternité permet de cristalliser, pas mal de choses et de changer de regard. Et quand je suis revenue au travail, je me suis rendu compte que ça m'avait donné un boost de confiance en moi. C'est-à-dire que passer la période où la reprise est très violente, où c'est dur, on se dit oh là là, mais est-ce que je suis encore capable de faire mon job? Je me souviens de rien, etc. Je suis pas compétente. Passer cette période-là, après, je me suis sentie beaucoup mieux. Alors déjà parce que ma responsable était partie elle-même en congé maternité et elle n'a pas vraiment été remplacée. Donc dans l'équipe, on s'est retrouvé un peu
en autonomie, on va dire, en autonomie plus plus. Et en plus, j'avais été mise sur le lancement de 2 produits en même temps, alors que d'habitude on les lançait les uns après les autres. Un gros projet, vraiment très attendu par l'entreprise. Donc, j'avais pas le choix que d'être efficace. Parce que de toute façon, à 17h, il fallait que je sois partie pour aller récupérer ma fille à la crèche. Donc, j'ai gagné en efficacité en moins de temps. Et je pense parce que je me faisais davantage confiance, que je me suis rendu compte que en fait, j'étais bonne dans ce que je faisais et que j'avais plus besoin de chercher l'approbation de ma responsable. Et de toute façon, elle n'était pas là. Donc, je ne pouvais pas avoir son approbation. Donc, j'ai gagné en professionnalisme. Ma deuxième maternité, comme je te le disais, ça m'a permis de mettre de la conscience sur mon conflit de valeurs. Et donc là-dessus, je me suis vraiment questionnée sur mes valeurs, mes priorités de vie, ce qui est important pour moi. Donc, j'ai gagné en connaissance de moi-même sur ce sujet-là. Et j'ai oublié ta question. Je crois que j'y ai répondu en partie. Oui, c'était connaissance sur toi, sur la Ah, le monde du travail. société, monde du travail, ouais. Ouais, c'est ça. Et par rapport au monde du travail, ce que j'ai compris pendant ces 2 maternités, c'est que c'est un terrain d'expérimentation, je trouve, le travail. C'est un lieu d'apprentissage qui est constant et il est ce qu'on en fait. Tu vois, moi, franchement, j'adore sortir de ma zone de confort. Enfin, voilà, je suis pas devenue entrepreneuse par hasard. J'aime être en apprentissage constant et j'aime me dépasser. Donc, je me sers du monde professionnel pour ça, pour essayer de toujours aller au-delà. Et c'est pas par hasard que j'ai appelé mon entreprise l'accordé parental. Donc, l'accordé en référence à la montagne, à l'alpinisme. Parce que je trouve que la parentalité et la montagne, c'est très similaire. Ce sont des moments magiques, des paysages à couper le souffle, mais aussi des défis à surmonter. Quand on est au pied de la montagne et qu'on voit le sommet et qu'on se dit « Oh là là, mais comment je vais faire pour faire tout ça ?» Et donc typiquement quand on a son nouveau-né dans les bras, là, quand il sort de son ventre et que à la maternité, enfin qu'on nous le pose dans la salle d'accouchement, on nous le pose dessus, on se dit J'en fais quoi ?» Voilà. Donc, je trouve que les deux, ça demande de la patience, de la résilience, du courage, enfin voilà, du dépassement de soi, de la créativité aussi. Hein, parfois, il faut trouver ses propres solutions. Elles sont pas forcément toujours ailleurs ou chez les autres. Mais c'est ce qui fait la beauté de l'aventure. Et autant de la parentalité que de l'aspect professionnel. C'est super intéressant tout ce que tu nous dis et ça me fait penser à une question qui vient de popper par rapport à tout ce que tu viens de me dire, surtout, sur la dernière phase avec, la montagne à gravir et parce qu'en fait, j'ai une question, c'est vrai que je me pose parce que bon, je suis pas maman, hein, actuellement, mais je me dis: «Comment on fait quand on est parent pour gérer, les incertitudes?» parce que, ton enfant, comme tu dis, tu sais pas, et on te le pose sur toi et qu'est-ce que je fais? Mais moi, je pense qu'en tant que maman, je serais en mode: «Ah mais imagine lui arrive quelque chose», imaginer des scénarios catastrophes ou même, accepter, enfin les choix que plus tard de l'enfant qu'ils feront et que toi tu pas forcément en accord. Enfin, c'est difficile, je pense, de dealer avec tout ça. Bon après toi, tes enfants sont encore petits, mais déjà comment tu fais déjà pour gérer de: «Oh là là, mon enfant, j'ai envie de faire plein de trucs, mais il y a ces incertitudes qui sont là et comment on fait pour se dépatouiller?» Donc ouais. Alors sur les incertitudes, les peurs, les doutes, et cetera, alors je répondrais, de se faire coacher pour permettre de comprendre ce qu'il y a derrière. Parce que derrière quand il y a une peur, il y a toujours quelque chose derrière. Elle veut dire quelque chose. Et puis de pouvoir la soulager, la faire diminuer, si on n'arrive pas à la faire disparaître. Mais parce que à chaque jour suffit sa peine. Donc déjà vivre le jour au jour le jour et ne pas se projeter dans des choses qui peut-être n'arriveront pas. Voilà. Pour ne pas se rajouter des émotions négatives qui, ça se trouve, on ne les vivra jamais. Tu vois. Enfin, donc vivons ce qui est déjà là, ce qui est à vivre, c'est déjà amplement suffisant quand on est parent. Et pour ce qui est des décisions que nos enfants prendront, etc., c'est pareil. Tu vois, j'y suis pas encore. Je ferai du mieux que je peux si un jour ma fille, j'en sais rien, elle me dit je veux devenir actrice de cinéma. Bon, c'est vrai que pour moi, ça me mettrait face à mes peurs de me dire c'est assez incertain comme situation professionnelle, mais si c'est ce qu'elle a envie de faire, j'essaierai de l'accompagner comme je peux et voilà. Et de la soutenir. Je pense que c'est ça le plus important quand on est parent, c'est de soutenir ses enfants.
Et puis j'essaierai de pas être trop dans la déformation professionnelle et de la coacher et de savoir pourquoi elle veut devenir actrice de cinéma, de quoi elle a manqué dans son enfance. Mais bon, voilà. Oui, c'est important ce que tu nous dis, de pas se prendre le chou pour des problèmes qui n'existent pas. Et voir prendre la vie comme elle vient, en fait. Après, je pense qu'aussi le souci qu'il peut avoir avec la maternité, enfin, c'est des suppositions, mais je pense qu'il y a un peu un certain fantasme en mode: «Ouah, la maternité, c'est trop bien», enfin, bon, maintenant, il y a des discours un peu différents, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu entretenu là-dessus. Par exemple, la grossesse, c'est un peu en mode idyllique, en mode, enfin, on entend beaucoup de témoignages, femmes ou sur les réseaux sociaux, qui leur grossesse se passe super bien et tout. Et après, toi, quand tu vis ta propre grossesse et que tu es en mode, mais moi, c'est pas du tout comme ça, il y a un peu un décalage. Donc, comment rajouter de la conscience sur les fantasmes qu'on peut se créer sur la maternité, et même, je sais pas, on peut se dire, ah bah ça va être super fluide, ceci, cela, alors qu'en fait, ça ne le sera pas du tout. Eh ben déjà, de prendre conscience que ce sont des fantasmes et que c'est une image projetée, qui n'est pas, forcément la réalité. Déjà comme ça, on a un bon point de départ. Et effectivement, comprendre aussi qu'il y a toujours, 2 côtés sur une pièce. La face pile, la face, mince, pile, face, Face. la face face. Bon bref, pardon pour la répétition, mais toute situation a des avantages et des inconvénients. Toutes. Enfin, tu peux me donner n'importe quel exemple, je te trouverai des avantages et des inconvénients. Donc, à la maternité, il y a des avantages et des inconvénients. À la grossesse, il y a des avantages et des inconvénients. Et en plus, je peux t'en parler parce que pour le coup, j'ai vécu 2 grossesses complètement différentes. La grossesse de ma fille, donc la première, c'était la grossesse quasi idyllique, où j'étais tellement bien enceinte que je disais: «Oh, je pourrais être mère porteuse». Voilà. Et pour mon fils, ça a été une grossesse très compliquée, très fatigante. J'étais dans un groupe à risque pour la trisomie 21. Donc, à plusieurs reprises, on s'est posé la question d'interrompre la grossesse. Finalement, le risque a été écarté. Aujourd'hui, il va très bien et voilà, je suis ravie. Mais donc, beaucoup de stress pendant cette grossesse. En plus, j'ai pas pris plus de poids que pour ma fille, mais j'avais un ventre beaucoup plus gros. On dit toujours que pour le deuxième et les suivants, le corps a la mémoire de ce qu'il a vécu et donc le ventre prend tout de suite beaucoup plus de place. Et ben, effectivement, pour moi, c'était vrai. Donc j'avais vraiment l'impression d'être une baleine. Donc pourtant, même en faisant du sport, en faisant du vélo, je peux t'assurer que parfois, quand je pédalais sur mon vélo, je me dis ah, j'ai les jambes écartées. Bon, voilà. Mais donc voilà, comprendre que oui, la maternité, c'est génial. Vivre cette relation avec son enfant et puis en plus, quand on en a plusieurs, les voir interagir entre eux, c'est magnifique. Mais c'est aussi parfois pas dormir comme on veut, avoir un enfant qui va piquer une crise parce que tu as coupé la banane dans un sens alors qu'il voulait la banane dans l'autre sens, voilà. Ou parce que tu as coupé la banane alors qu'il voulait la manger comme ça tout seul. Enfin, bon, parfois on se dit que les débuts de crise c'est de l'ordre du détail, mais c'est comme ça. Et je pense que quand on comprend qu'il y a toujours avantage inconvénient à toute situation, ça fait redescendre la pression et ça permet de se détacher des fantasmes. Si ça Mmh. répond à peu près à ta question. Ouais, non, ça répond complètement et c'est marrant que tu parles d'avantages et inconvénients en toutes ces, situations parce que justement j'avais fait un coaching, il y a quelques mois de ça, parce que j'avais pas eu du tout conscience, que même dans les situations les plus terribles ou même dans les choses les plus graves ou plus tristes qui peut t'arriver, tu peux toujours ressortir, avec, des choses qui vont être bien pour toi, pour ton développement, même si c'est dur à conscientiser et réaliser. Mais c'est vrai que la vie, ce n'est pas que des bons moments et à partir du moment où on le comprend et que, comme tu disais plus tôt dans l'épisode, qu'on verbalise nos ressentis, qu'on garde pas ça en nous, parce que je pense que c'est des choses qui peuvent bouffer de l'intérieur, et ça peut que nous permettre de nous sentir mieux et être plus épanouis, être plus dans le rapport avec l'autre, parce que voilà, on a cette conscience de soi et du coup, on peut plus facilement évoluer avec les autres. Et sinon, c'est marrant, entre guillemets, pour tes 2 grossesses et tes 2 expériences de maman qui sont, un peu, à l'opposé, avec ton fils et ta fille. Et du coup, ça me fait penser parce que j'avoue que
je me dis: «Ça pourrait être intéressant pour moi de connaître ça». Parce que tu disais que ton fils était dans un groupe à risque que de trisomie 21 et comment ça se fait que finalement il était plus dans le groupe? Comment ça se fait que ça a été écarté, ce risque d'être, trisomique? Parce que j'y connais pas grand-chose là-dessus. Sur ton échographie de ton premier trimestre, tu fais une sorte de, alors pas de dépistage, mais tu rentres, tu fais une prise de sang et en fonction de plusieurs paramètres, ils font des statistiques sur est-ce que ton bébé a un risque d'être trisomique, donc d'avoir ce fameux chromosome en plus. Et donc s'il a ce risque et quels sont le pourcentage la probabilité qu'il ait ce risque. Dans les critères qui sont pris en considération, il y a notamment l'âge. Donc moi j'avais 36 ans, à partir de 35 ans on te dit que tu peux être avec une grossesse à risque. Et donc j'étais dans un groupe où j'avais un risque sur 31 qu'il le soit. Donc en gros un accouchement sur 31 pouvait donner naissance à un bébé qui aurait eu ce gène. Après ça voilà, tu vas plus loin dans les examens médicaux que tu fais, mais j'ai pas forcément été bien accompagnée à ce moment-là, ou en tout cas j'ai pas forcément compris le discours de la sage-femme avec laquelle j'étais, j'ai pas fait d'amniosynthèse, qui est pourtant l'examen le plus sûr en termes de résultats pour savoir si l'enfant est trisomique ou pas. Et donc au lieu de la faire à 3 mois, ce qui est la démarche normale, je l'ai faite à 7. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis à plusieurs reprises, il y a eu ce risque. Et finalement, la myosynthèse est revenue négative et elle est fiable à 99,5%, je crois. OK, et c'est quoi la myosynthèse pour les personnes qui nous écoutent et pour moi-même? C'est une seringue qui vient prendre du liquide amniotique. Donc on te fait une piqûre dans le ventre. Il faut faire attention que ça ne touche pas le bébé pour venir analyser les cellules qui sont dans le liquide amniotique. OK. Ah oui, hyper intéressant. Ouais, je connaissais pas, donc ouais, c'est bon à savoir. Merci, pour cette, précision et du coup, ça me fait penser parce que voilà, on parle, de tout ça. Toi, est-ce que ton rapport à ton propre corps, il a changé, depuis que tu es devenue mère et surtout entre ta première, ta deuxième grossesse ou même maintenant? J'ai pas vraiment l'impression que mon rapport à mon corps ait changé parce que pendant la grossesse de ma fille, enfin, même un peu avant, mon chemin de vie a fait que je me suis vraiment beaucoup intéressée à la consommation du sucre et des produits transformés, et que j'ai une sorte de prise de conscience là-dessus. Et donc quand j'ai accouché de ma fille, j'ai perdu très rapidement les kilos que j'avais pris pendant la grossesse, voire plus, parce que justement j'ai mis en place un mode alimentaire différent de celui que j'avais avant, où je voulais plus de sucre raffiné, de produits transformés. Et ça a été très très efficace pour perdre du poids. J'ai pas eu beaucoup de vergetures non plus parce que j'ai fait attention à bien hydrater mon corps avec des huiles, etc. pendant la grossesse. Donc finalement, avec ma première grossesse, pas vraiment de changement. Et avec mon fils, pareil, j'ai reperdu tous les kilos que j'avais pris pendant ma grossesse. Pas forcément beaucoup plus de vergetures. Par contre, là où ça a changé, on va dire, c'est peut-être plutôt au niveau des cheveux blancs, où là, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un boom de cheveux blancs après mon accouchement. J'imagine que c'est sans doute lié aussi au fait que je dors moins, enfin que je suis quand même beaucoup plus fatiguée. Euh, Là, j'ai du mal à les voir. J'ai l'impression de pas m'être vue vieillir. Finalement, bon bah j'ai bientôt 37 ans, donc je me rapproche d'une nouvelle dizaine. Euh, et du coup, c'est plus mon rapport à mon âge qui passe par le corps avec ces fameux cheveux blancs que mon rapport à mon corps, tu vois, qui me pose problème avec cette deuxième maternité. Mmh. Et comment tu fais, en tout cas, par rapport à ton âge? Parce qu'en fait, c'est vrai que je pense que ça, c'est un truc qui est un peu tricky, dans le sens où, le temps, il passe, on peut pas l'arrêter et quoi qu'il arrive, tu vas prendre des années. Du coup, ouais, comment toi tu fais pour, dire: «Bon, bah, je l'accepte», parce que c'est pas évident. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal et notamment, je sais que les femmes, c'est plus compliqué pour elles, notamment avec, tout ce qui est, la culture de la jeunesse, enfin, le culte de la jeunesse en disant: «Voilà, les femmes, elles sont belles quand elles sont» enfin, il y a vraiment ces clichés un peu en mode la femme, elle est belle quand elle est jeune, alors que le mec, je sais pas, c'est comme le bon vin, ça se bonifie avec le temps. J'en ces trucs, moi.
C'est pas forcément par rapport à cette beauté, à cette jeunesse, hem, mis en avant par la société que je travaille. C'est plutôt sur le fait que le temps passe et tu vois, par exemple, quand tu vis une mauvaise journée, tu te dis: «Ah bon, vivement qu'on soit à demain». Et donc là, par rapport à mon fils, qui dort pas forcément très bien, c'est vrai que parfois je me dis: «Ah, vivement, je sais pas, quand il aura, 1 an, 2 ans, il dormira mieux». Heu, Ça se trouve peut-être pas. Bon, enfin, j'espère pour nous, mais donc plutôt d'être dans ce truc de j'ai envie que le temps accélère et de me rendre compte qu'en fait, oui, mais si je veux que le temps accélère, ben, je vais être plus proche de la fin plus rapidement, tu vois? Enfin, non pas que je vois ma mort tout de suite, mais voilà, ça me fait plutôt me poser des questions justement sur, la mort, comment j'appréhende ça, enfin Ça m'intéresse parce que les rapports à la mort, c'est un sujet que j'avais discuté avec Thérèse Sayarat dans notre épisode La beauté de la vie. C'est un sujet que je travaille au quotidien aussi. Peut-être on me trouve peut-être un peu jeune, mais c'est pas grave. Mon père me dit que je suis trop jeune il y a pas d pour ça. il y a pas Mais... d'âge pour travailler ça. Tu sais, mine de rien, la mort, elle peut arriver, demain. Enfin, donc je pense qu'il y a pas d'âge pour travailler ça. Et toi, du coup, comment tu fais pour gérer la mort et du coup, cette incertitude justement au quotidien, tout peut basculer dans le positif comme dans le négatif. Mais ça, c'est un truc qui mais je suis là demain je peux plus être là, terrible. C'est quelque chose sur lequel je préfère pas trop réfléchir parce que quand je réfléchis, je suis pas forcément très bien. Donc tu vois, typiquement, c'est un sujet sur lequel, je pourrais me faire coacher. Ça, j'y pense. Pour être, plus sereine par rapport à ça parce que de toute façon, bah, bon, à part de choisir le suicide, mais c'est pas mon intention, normalement, on ne choisit pas, le jour et l'heure de sa mort, donc Hmm, c'est sûr. Mais ouais, c'est pas évident, je trouve. On nous apprend pas à enfin, comment dire, on est toujours dans la société quand il y a une naissance, on est toujours waouh, c'est trop bien, enfin toujours. Je schématise. Alors que quand c'est la mort, c'est pas pareil, je trouve. Il y a un peu un tabou, alors que finalement tout le monde passe par là. Toutes les personnes sur cette planète Terre, à un moment donné, on finira tous au même endroit. D'ailleurs, c'est même moi, ça me fait penser à des réflexions, forcément, en mode mais pourquoi on se prend trop le chou entre êtres humains? On va tous finir au même endroit, donc pourquoi faire des guerres? Pourquoi faire ça? Enfin bon, voilà, ça c'est... Je sais pourquoi on fait des guerres, parce que voilà, c'est plus compliqué que ça, mais j'aimerais bien que les gens prennent de la conscience que la vie est sacrée, précieuse, et que y a rien de plus important, je pense, que d'être là avec les personnes qu'on a envie d'aimer, de cultiver de l'amour, ou plutôt que cultiver la haine, quoi. Donc ouais, le monde a a beaucoup, à gagner pour s'améliorer sur ce genre, de sujet. Peut-être un jour, peut-être pas, mais déjà en parler, c'est déjà montrer que, mettre de la conscience, comme tu dis, c'est important. Mmh mh. alors, je vais peut-être pas faire un résumé, mais ce qui me semble important, à dire là pour les femmes et les mamans qui nous écoutent, c'est qu'elles ont le droit de se choisir. Et quand je dis se choisir, ça veut pas dire, délaisser, leurs enfants, ou leur conjoint, leur conjointe. C'est vraiment de pouvoir, se dire que quand elles réfléchissent à une situation, elles se visualisent dans la scène et pas à côté. Enfin, tu vois? C'est de se dire qu'elles ont le droit de se poser, de prendre du temps, ce fameux temps, pour réfléchir à qui elles sont, à comment elles fonctionnent, à ce qu'elles veulent vraiment, ce que sont leurs priorités de vie, et pas juste se dire qu'elles doivent faire quelque chose, tu vois? Je trouve que ça, c'est hyper important. Et le retour de congé maternité, c'est vraiment un moment qui est charnière, où tout se bascule. Enfin, c'est un véritable tsunami émotionnel, organisationnel. Il y a de la culpabilité, il y a de la fatigue, il y a de la peur, il y a des doutes. Enfin bref, il y a un cocktail d'émotions. Mais c'est aussi une vraie opportunité pour repenser sa place, ses choix, ses priorités de vie. Et moi, j'accompagne les femmes dans ces moments-là parce que ça leur permet, cette reprise, de ne plus subir, en fait. Subir les obligations professionnelles, sociétales, familiales, les injonctions, etc. Et j'essaie de faire en sorte qu'elles puissent vivre cette étape comme une étape forte dans la vie, dans leur vie, qui puisse leur permettre d'être alignées, en fait. Voilà. On a le droit, on mérite de vivre cette étape autrement que juste comme un tsunami.
Non, c'est très beau ce que tu nous dis et quand je t'entends parler, on a clairement l'impression, et bon, c'est le cas, hein, que la maternité, c'est un exercice de développement personnel à temps Oh plein. oui, oh oui, oui, oui. Ça permet de se rendre compte de beaucoup de choses et justement de prendre du recul et de se dire après coup, ah non, mais en fait, ça, j'en veux plus. Mmh. Ouais, non, c'est bien, je pense, pour faire le tri, aller voir aussi qu'est-ce qui nous donne de l'énergie, qu'est-ce qui nous en prend, qu'est-ce qu'on a envie de devenir, qu'est-ce qu'on a envie de faire, quelle maman ou quel papa on a envie de devenir. Enfin, c'est vrai qu'il y a tellement de choses, de construction, et c'est vrai que ouais, pour moi, c'est vraiment une vraie mission de vie, parce que tu vas élever un petit être humain, lui donner tes valeurs, ta vision du monde, il va aussi construire la sienne, et waouh! Ouais. Et tu vois, c'est pour ça que c'est important de verbaliser les émotions qu'on ressent en tant que maman, ou même pas forcément en tant que maman, mais de les verbaliser pour que soi-même on puisse les sortir, les exprimer, euh, et que l'enfant les entende. En fait, d'exprimer aussi auprès de l'enfant ce qu'on ressent, et du bébé, parce que même s'il comprend pas le sens des mots, il va comprendre la tonalité de la voix, la fluctuation de la voix, l'énergie qui se dégage, le taux vibratoire, tu vois. On a tous une vibration qui nous est propre et qui fluctue en fonction de nos pensées, nos émotions, les événements qu'on vit, etc. Et ça, le bébé et l'enfant, ils le ressentent. Donc, si on est dans une vibration qui est négative, mais qu'on dit au bébé tout va bien, je simplifie, mais c'est parfois un peu ce qu'on fait, mine de rien, lui, il va pas comprendre en fait cette différence entre ce qu'il va ressentir et ce qu'il va entendre dans la tonalité de la voix, etc. Donc, il va finir par développer des croyances et des incompréhensions qui peuvent lui peser ensuite dans son apprentissage de la vie. Alors que si on est honnête, alors je dis pas de donner tous les détails, hein, mais si on est honnête sur la manière dont on vit les choses au moment où on les vit, honnête, plutôt transparente avec lui, euh, euh, ça aussi en faire un être plus conscient, en fait. Et pour lui, ça sera plus facile de vivre des choses compliquées aussi parce qu'il aura peut-être pris l'habitude de les verbaliser. Ouais, c'est très beau ce que tu nous dis. Ça me fait penser un peu que, bah, dans un sens, tout est énergie, tout circule et heu et clairement, ça se ressent, même le fait de comment dire? Il y a une différence entre forcément, parler et ce que tu exprimes, de toi par tes émotions, par ton langage corporel, et ça, c'est quelque chose qui se ressent. Donc en effet, un bébé peut aussi comprendre une dichotomie et par exemple, tu dis: «Oui, oui, je vais très bien», alors que tu es hyper crispé, ben, le bébé, il va se dire: «Hein, c'est bizarre». Du coup, peut-être qu'en effet, plus tard, il ira pas bien, mais il dira qu'il ira bien. Enfin, c'est vrai que ça peut mener à ce genre de comportement par la suite, parce que c'est sûr que ça apprend par mimétisme un petit bébé, donc ouais, c'est important d'être conscient de tout ça. Et du coup, dans la suite de mes questions, toi, qui sont tes rôles modèles? Eh ben, honnêtement, j'ai pas un rôle modèle en particulier. Enfin, j'ai plutôt des modèles un peu partout à travers mes amis, mon conjoint, tu vois, les personnes que je rencontre. Moi, j'admire les personnes qui sont assertives, qui ont une joie de vivre sans faille. J'admire aussi mon conjoint pour sa patience. Heureusement qu'il en a. Et j'ai envie de dire les mamans de 3 enfants et plus, parce que maintenant que j'en ai 2 et que je me rends compte la charge que c'est, même s'il y a un bonheur avec, hein, mais waouh! Et encore plus les mamans solo, tu vois? Donc voilà, mes modèles, c'est plutôt les personnes qui avancent malgré leurs doutes, leurs peurs. Et je crois que ça me pousse, moi, justement, à créer ma propre voie sans chercher à coller à un modèle existant. Mmh. Oui, tu as raison, on est toutes et tous, des rôles modèles et du coup, ouais, c'est bien de prendre l'inspiration, peu importe d'où elle vient. C'est ça. Et du coup, dans la suite de mes questions, il y a quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? J'imagine potentiellement des livres, vu que tu as dit que tu étais une grande lectrice? Oui, oui, oui. Alors, je recommande le livre Tout est possible de Marie Forleo. C'est génial. Moi, ça m'a permis d'avoir beaucoup de déclics. Il est facile à lire enfin, je le trouve vraiment chouette. C'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, ça serait le livre Le cerveau de votre enfant du docteur Siegel.
Il est très vulgarisé, hein. C'est pas parce qu'on parle de cerveau que c'est compliqué à comprendre. Par contre, ça permet de comprendre beaucoup de situations avec ses enfants et de se dire: «Ah, c'est comme ça qu'il vit les choses. Ah ouais, je comprends mieux». Le livre Priorité au singulier, aux priorités au pluriel. Alors bien sûr, il n'y a pas un singulier pluriel dans le livre, hein, c'est pour savoir comment on l'écrit, mais de Stephen Covey, je crois. Et celui-là, moi aussi, il m'a permis pas mal de prise de conscience sur justement, c'est quoi mes vraies priorités de vie. Et il est hyper intéressant pour sa gestion du temps. Donc ça, je le recommande. Et pour la rigolade, je recommande 100 fois le compte Instagram de Marine Leonardi parce que ça permet de souffler, de déculpabiliser sur beaucoup de sujets liés à la parentalité et au couple. Ah bah merci pour toutes tes recommandations. D'ailleurs, ça me fait penser le cerveau de votre enfant. J'avais une discussion, bon, je sais plus avec quel invité, mais c'était, bon, je trouve, je vais pas dire les bons termes, mais c'est pas grave, mais c'était par exemple quand un petit enfant s'énerve et fait une crise dans un supermarché, en fait, de ce que j'avais compris, c'est que c'est pas de sa faute, c'est qu'il est pas en capacité de gérer ses émotions. Donc en fait, il est envahi par ses émotions et en fait, c'est pas qu'il le fait exprès, c'est juste que c'est compliqué. Il est tout petit, quoi. Ouais, c'est exactement ça. En fait, le cerveau n'est pas mature avant 7 ans. C'est pour ça qu'on dit que 7 ans, c'est l'âge de raison. Parce que là, on commence à être capable de gérer ses émotions. Avant ça, c'est pas le cas. Typiquement, le livre en parle beaucoup. Et moi, c'est une lecture qui m'a aidée. Parce que quand je vois ma fille, justement, piquer une crise parce qu'on a coupé la banane en rondelles au lieu de la couper en carré, enfin, je dis un peu n'importe quoi, mais c'est le cas, ça permet de souffler, de se dire, attends, c'est vrai, elle n'est pas en capacité de gérer son émotion, elle la reçoit comme ça, et donc elle me la transmet comme ça. Ouais, ça permet de prendre du recul parfois et de pas soi-même s'énerver contre son enfant tout de suite, quoi. Oui, c'est important de le savoir, c'est une forme de pouvoir, comme on dit. Oui, c'est ça. Trop bien. Et du coup, il me reste 2 dernières questions. Il y a que signifie le terme féminisme pour toi? Et qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Ouais. Pour le terme féminisme, c'est marrant parce que, tu vois, j'y avais jamais vraiment pensé jusqu'à présent. C'était un mot que je voyais un peu comme une étiquette négative et donc j'avais jamais réfléchi à sa définition. Hem, Moi, j'avais plutôt tendance à réagir enfin, je me suis jamais considérée comme féministe. J'avais plutôt tendance à réagir contre l'irrespect, les injustices, les injonctions, ce genre de choses. Enfin, à être un peu, tu vois, la personne contestataire dans un groupe, à dire tout haut ce que le groupe pense tout bas. Mais les sujets n'étaient pas forcément liés aux femmes. Mais forcément, aujourd'hui, avec ce que je fais, ce que je défends, j'y réfléchis beaucoup plus à ce mot et à cette réalité, parce que je parle beaucoup notamment de la charge domestique, la charge mentale domestique des femmes. Euh, et avec les mamans que j'accompagne et mon envie de leur permettre de se reconcentrer, de se sentir légitimes tant dans leur vie personnelle que dans leur vie professionnelle, euh, et de leur montrer qu'elles ont le droit d'avoir et une vie familiale et une vie professionnelle épanouissante, je me dis, pour moi, le féminisme, c'est cette possibilité, c'est le fait d'avoir le droit et d'avoir le choix, en fait, qu'elles ont le droit de se choisir et qu'elles ont le droit d'avoir les deux, euh, carrière, vie de famille, et les deux de qualité. Voilà, c'est ça pour moi le féminisme. Je suis d'accord avec toi et ça me fait penser que c'est vrai que dans les médias, on voit surtout le féminisme en mode fémène et même si voilà, c'est bien ce qu'elles font, je soutiens, mais en fait, il y a tellement de types, tellement de nuances de féminisme et ça, c'est quelque chose qui n'est pas représenté et c'est pour ça que j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice avec Matrimoine féministe pour montrer que le féminisme est partout, sur tous les sujets et c'est tellement important d'en avoir conscience et de j'ai pas l'impression qu'on demande un truc de fou. Enfin, on veut l'égalité, l'équité. Bon, ça devrait être logique en théorie. Ouais, ouais, totalement. Et sur ta dernière question, donc qui j'aimerais voir au micro de Matrimoine féministe, la consultante en lactation que j'ai vue, tu vois, elle s'appelle Nara, son entreprise, elle s'appelle Maternara. Elle a été géniale dans son accompagnement, elle l'est toujours, on est resté en contact d'ailleurs. Et plus largement, j'ai envie de dire, des consultantes en lactation pour changer le regard qui est porté sur l'allaitement, parce qu'il y a encore, je trouve, beaucoup trop de jugements par rapport à ça. Enfin, tu vois, là, je repense
c'était en 2022, je crois, qu'il y a une maman qui était en train d'allaiter au musée du Louvre. Elle s'est fait expulser parce que ça c'était jugé comme indécent. Et là, je crois, c'était en début d'année, une maman c'est pareil, elle était en train d'allaiter, mais dans une boutique SNCF, on lui a demandé de sortir. Bah non, en fait, je trouve pas ça normal de pas pouvoir allaiter son enfant quand on veut, enfin quand il veut plus exactement, et où on veut, parce que allaiter c'est un besoin de l'enfant, c'est normal de le faire quand il réclame, et on devrait être sereine de le faire dans les lieux publics. Et voilà, ça fait vraiment partie de mes combats, quoi. Donc pouvoir donner la parole à d'autres personnes qui portent comment on pourrait dire, ce super aspect de la maternité, je trouverais ça génial. Ah mais ce sera avec, grand plaisir, en effet, d'interviewer des consultantes en lactation et ça me fait penser à mon épisode avec Manon Verbeek où justement, elle parlait de son expérience par rapport à l'allaitement et ça, c'est vrai que je trouve que c'est des sujets qui doivent être mis sur le devant de la scène parce que c'est encore jugé comme, trop tabou ou comme honteux alors que, comme tu dis, enfin, c'est la normalité, quoi. Le sein des femmes, les seins des femmes, c'est fait pour ça. C'est pas pour exciter les hommes, c'est pour nourrir des bébés. Voilà la fonction première. Et on a eu tendance à l'oublier. Donc oui, c'est important de le rappeler. Ah ouais, ouais. Moi, puis tu vois, je t'ai dit, hein, moi j'ai fait quand même enfin, on a fait avec mon conjoint parce qu'il a participé, mais plus de 45 heures de trajet / rendez-vous médicaux, plus de 1000 kilomètres, parce que en fait, mon allaitement, il était hyper important pour moi. J'ai allaité ma fille pendant 16 mois et c'est elle qui a décidé de se sevrer. Enfin, un matin, elle m'a vraiment fait avec son petit doigt non, 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 comme ça, en me disant non, non, non. Alors, heureusement que c'était drôle, parce que je peux t'assurer que ce jour-là, j'étais pas du tout prête à lâcher. Je m'attendais pas à ça. Et pour mon fils, j'ai envie de pouvoir faire pareil, enfin, ou en tout cas d'aller jusqu'à ce que lui il décide que ça s'arrête. Et voilà, je trouve que c'est trop important, quoi. Enfin, j'avais envie de me battre pour ça parce que j'y tenais énormément. C'est la meilleure nourriture au monde pour eux. Ça leur permet de pas être malade pendant l'hiver. Enfin, vraiment, ça a un effet magique. Donc pourquoi s'en passer, quoi. Enfin, si on a envie et qu'on aime ça, parce que après je peux comprendre qu'il y a des femmes qui ne souhaitent pas allaiter, et là-dessus j'aurais pas de jugement du tout à avoir. Mais si on a envie, c'est trop bien, quoi. La complicité que ça crée, c'est trop bien. Oui, et je me rappelle maintenant de mon échange avec Manon et je sais que ça avait plein de vertus, genre protection des maladies, ça permettait d'avoir Oui, un meilleur sommeil, enfin il y avait ouais, tellement ouais, ouais. de choses, de points positifs en fait, c'était dingue. Ouais, et puis concrètement, ça t'aide aussi à perdre ton poids de grossesse, hein, donc rien que ça, je pense que ça peut motiver certaines mamans, peut-être. Très bon argument. Bah, trop bien. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Céline, pour Bah, ton merci à toi, temps. Estelle. Avec Je t'en plaisir. prie. Et merci aux personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Bon, bah, du coup, ciao, ciao tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!